Bienvenue une fois de plus à toutes et à tous sur cette émission. Votre émission donc se poursuit. Ce matin, nous parlons d'un thème spécifique et pour ce faire, évidemment, vous vous en doutez, on reçoit pour vous un invité assez particulier. Alors aujourd'hui, le thème c'est comprendre la politique de l'emploi sous la rupture. L'emploi est un secteur sensible qui a toujours tenu à cœur aux différents gouvernements qui se sont succédés au Bénin depuis plusieurs décennies. Sous le gouvernement de la rupture, le secteur de la politique de l'emploi joue un rôle primordial au sein du soutien de l'économie car il met aussi l'accent sur la production de la richesse nationale et de la consommation. À ce titre, lors d'un conseil des ministres tenu il y a quelques mois, l'exécutif a adopté la politique nationale de l'emploi à l'horizon 2025. D'une part, ce document de la politique nationale veut se concentrer sur la majorité des Béninois en âge de travailler et qui disposent d'un emploi susceptible de procurer un revenu permettant de satisfaire les besoins vitaux et le bien-être intégral. D'autre part, la politique nationale de l'emploi a pour objectif spécifique l'amélioration de l'employabilité des diplômés sortis du système éducatif, la réduction du sous-emploi et du chômage de longue durée, ainsi que l'amélioration de la gouvernance du marché de l'emploi. Pour développer la question, nous recevons pour vous ce matin sur ce plateau Monsieur Maoli Ponto Irené. Je précise que vous êtes consultant formateur, spécialiste des questions d'éducation et de développement et également développeur de projets. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour madame. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Alors, d'entrée de jeu, je vais vous demander qu'est-ce qu'il faut comprendre par emploi? D'abord, l'emploi, c'est quoi? L'emploi, c'est une occupation d'un citoyen en âge de travailler qui lui permet de créer la richesse et qui lui permet de vivre et de participer au développement de sa région, de son pays et de sa famille. Que comprendre alors par sous-emploi au Bénin? Le sous-emploi, c'est que, à défaut de l'emploi, les jeunes les diplômés qui ont déjà un certain âge sont obligés de faire des activités moins rémunérées pour subvenir à leurs besoins. Tu as un diplôme qui te permet de faire une activité pour gagner une richesse donnée, mais à défaut de trouver cet emploi, tu vas faire autre chose qui ne mérite pas le même salaire, mais tu es obligé de le faire parce que tu n'as plus d'autres ressources. Est-ce que nous avons des statistiques en matière de chômage au Bénin? Quel est le taux? Le taux de chômage évolue de jour en jour, puisque chaque année, nos universités, les universités privées comme publiques, déversent sur le marché des diplômés sans emploi, des milliers par an. Donc le taux évolue chaque année. Ce n'est pas par là, puisque à chaque fois, s'il y a des soutenances, s'il y a des sorties de promotion, c'est des sans-emploi qui sortent régulièrement. Donc le taux évolue d'une manière considérable qu'on ne peut pas vraiment évaluer. Voilà. À quoi est-ce que cela est dû, justement? Bon, cela est dû au système, à notre système éducatif. C'est-à-dire? Le système éducatif n'est pas adapté, puisque au départ, c'est les colonisateurs qui ont amené l'administration. Mais à leur départ, ils ont créé, ils ont fait des concours pour recruter des fonctionnaires. Et c'est resté dans notre culture où tout le monde, on finit les études, on attend un concours avant de travailler. Le système éducatif est-il resté tel qu'il était il y a des décennies? Il a quand même évolué en fonction du temps. Ça a évolué, mais ça n'a pas mis l'accent sur le développement personnel de chaque citoyen, sinon de chaque étudiant qui finit. Il finit, mais il attend toujours l'État. Donc tout le monde attend l'État avant de travailler. C'est pour ça qu'à chaque sortie de promotion, les gens tournent en rond, ils sont là, ils attendent d'abord l'État pour un recrutement avant de penser travailler. Ils ne pensent plus à leurs compétences personnelles. Alors, quels sont les tests qui encadrent justement le secteur de l'emploi au Bénin? Le secteur de l'emploi, il y a beaucoup de tests, il y a beaucoup de lois qui sont votées ces dernières années pour encadrer, mais ce qu'on constate actuellement, le fonctionnariat n'est plus
un secteur en promotion actuellement. C'est le constat qu'on fait voir des différents tests. C'est comment inciter les diplômés à aller à l'auto-emploi, à développer l'entrepreneuriat. C'est les nouvelles recommandations, ça. Puisque l'administration publique étant déjà saturée, il faut un autre recours pour combler ce vide. C'est là où les différentes orientations stratégiques actuellement est de développer l'entrepreneuriat des jeunes. Voilà. Tout le monde peut-il entreprendre? Bien sûr. Est-ce que tout le monde a l'aptitude justement pour entreprendre? Voilà, c'est là où je parlais tout à l'heure du système éducatif où qu'il faut repenser le système éducatif actuel béninois pour que la culture de l'esprit d'entrepreneuriat puisse être déjà instaurée au niveau des enfants depuis les basses classes, depuis le primaire, le secondaire ou l'université. Il faut que les enfants soient déjà outillés sur la culture de l'entrepreneuriat dans tous ces secteurs. Si je prends en juillet 2019, il y a eu une table ronde technique sur la professionnalisation de l'enseignement technique professionnel au Bénin, où il y a eu beaucoup de recommandations, où on dit qu'il faut transformer les collèges en lycées techniques, il faut instaurer l'entrepreneuriat déjà au niveau des enfants dès les basses classes. Voilà déjà l'idée, puisqu'on a vu que le système tel qu'il est ne permet pas aux jeunes à la fin de s'auto-employer ou bien de gagner sa vie. C'est quand même un peu facile après d'attaquer le système de façon pratique et concrète. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire dans les écoles à différents stades pour permettre à ces enfants-là d'être en mesure de devenir des entrepreneurs plutôt. Très bien. Voilà, ce qu'il faut, c'est quoi? Déjà, quand on prend les matières de l'enseignement général ou bien l'enseignement technique ou autre là, ces matières et ceux qui les animent, il n'y a aucune étape qui prouve aux jeunes que quand tu finis, tu peux développer ce que tu es en train d'apprendre là, tu peux développer ça et gagner. Quelle étape pourrait le leur prouver selon vous? Voilà, il y a des formations parallèles qu'il faut accompagner, qu'il faut adapter à ce système pour qu'on ne commence pas déjà à inculquer en eux la culture. C'est une culture, l'entrepreneuriat c'est une culture. L'esprit d'entreprise, c'est une culture qu'il faut déjà commencer par les insérer. Il y a des formations techniques, des formations théoriques et aussi des visites pour réveiller l'esprit d'entreprise, pour réveiller la compétence qui sommeille en chacun. Lesquelles de formation, par exemple? De quelle formation spécifique parlez-vous là tout de suite? Très bien. Il y a d'abord les questions de leadership que le système éducatif n'en a pas prévu. Du tout? Cela ne revient nulle part dans tout le système éducatif? Il n'y en a pas. Les questions de leadership, les questions de développement. En êtes-vous sûr? Quand même au collège et à l'université, on nous apprend quelque peu toutes ces notions-là. Ouais, ces petites notions telles que c'est fait, ça ne permet pas aux diplômés à la fin de s'auto-employer. À part les questions de leadership, il y a les questions de développement personnel. Les gens ont des compétences, mais eux-mêmes ne savent pas qu'ils ont des compétences. Et il y a la peur de s'engager. Est-ce uniquement la faute au système, n'est-ce pas aussi quelque part la faute aux parents? Voilà, parce que les parents sont également des éducateurs. Bien sûr, le système éducatif, ça prend en compte, c'était depuis la maison. Si depuis la maison, il n'y a aucune culture, on t'envoie à l'école, tu apprends tes matières, tu travailles, point, tu viens à la maison, tu dors, tu vas à l'école, point, jusqu'à ce que tu finis, et puis bon, on dit, il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre. Est-ce que vous, par exemple, à la maison, vous avez cette culture-là de pousser vos enfants à entreprendre? Bien sûr, moi j'ai la chance d'étudier en Europe. J'ai vu beaucoup d'autres systèmes là-bas qui m'ont permis de savoir, voilà, si c'est ça, c'était les bases. Dans des pays développés, les enfants, depuis le primaire, sont déjà initiés à des activités de développement personnel, d'activités de découverte, de leadership, c'est-à-dire les pensées changent, le réseautage. Et c'est ce qu'on étudie aussi. Quand on dit que tout le monde peut entreprendre, c'est parce qu'on aime tout l'individualisme. Or, quand vous finissez, vous vous regroupez en groupe pour développer une activité, là, on est fort. Et justement, quand vous dites tout le monde peut entreprendre, est-ce que cela n'encourage pas l'esprit d'individualisme dont vous parlez? Oui, non, pas du tout. Parce que cela revient à chacun veut entreprendre, chacun veut créer sa propre société, je veux entreprendre, chacun veut faire quelque chose. Pas du tout, je veux créer une activité, je veux intervenir dans cette activité, l'autre veut le faire aussi. Donc, on se réunit. Et ensemble, on est fort. Ce n'est pas d'aller d'une manière individuelle, non.
D'abord, quand on prend les différents projets, programmes, les différents accompagnements des systèmes d'emploi actuellement en Afrique ou bien dans la sous-région, les projets de groupe sont mieux accompagnés que les projets individuels. Mais si tout le monde doit entreprendre, au final, la main-d'œuvre, on la sort d'où? Où est-ce qu'on retrouve la main-d'œuvre si tout le monde doit entreprendre? Mais quand on entreprend, si nous sommes 10 et on crée notre entreprise, on constitue en même temps notre main-d'œuvre. On travaille, puis c'est pas entreprendre dont on parle, c'est pas parce que j'ai une activité, bon, je suis le DG, je vais m'asseoir pour attendre, non, c'est pas ça. Tu peux créer ta propre activité et travailler, puis gagner sa vie. Oui, mais si vous prenez une structure, on ne va peut-être pas faire de la pub, je m'excuse d'avance auprès du service commercial, voilà. Mais si vous prenez une structure comme la société, comment ça s'appelle chez nous déjà, la Béninoise par exemple, ou Sobebra je veux dire simplement, quand vous prenez une telle structure, 10 personnes se mettent ensemble pour créer la dite structure, ce n'est qu'un exemple, hein. Est-ce que cette main-d'œuvre-là, constituée de 10 personnes, suffira justement à faire tourner l'entreprise, non? Voilà. Là où ils vont faire appel à d'autres compétences. Mais ces compétences là, s'ils doivent tous, justement, si elles doivent toutes entreprendre, qui travaille pour qui? Non, quand on dit l'entrepreneuriat, ce n'est pas que les 100% des diplômés qui sortent iront. Donc, d'autres seront les leaders, les décideurs, et d'autres vont accompagner. Cela signifie qu'au final, tout le monde n'est pas leader. Tout le monde ne peut pas entreprendre. Tout le monde ne peut pas entreprendre, mais il y a des collaborateurs. Vous avez l'idée, vous portez l'idée, vous créez, et les collaborateurs viennent pour vous accompagner. Donc, de toutes les façons, en fin de compte, on se retrouve avec un entrepreneur et des étudiants sortis, justement, qui attendent de trouver un emploi dans telle ou telle structure. Bien sûr, pour les accompagner. Donc, vous êtes d'accord avec moi que tout le monde ne peut pas entreprendre. Et du coup, cela repose la même question. Qui entreprend et qui n'entreprend pas? L'entrepreneuriat, d'abord, même si il y a une entreprise dans laquelle tu vas chercher un emploi, et on commence par te payer un salaire, et tu es un collaborateur, et tu participes au développement de l'entreprise. Et au cours du temps, tu peux devenir actionnaire ou bien un collaborateur d'une manière ou d'une autre. Donc tout le monde entreprend comme ça. Tout le monde entreprend. Ce que tu viens faire dans l'entreprise, ça participe au développement de l'entreprise. L'idée que tu amènes, le savoir-faire, que tu amènes pour participer à la rentabilité de l'entreprise, ce n'est pas forcément parce que tu es employé, non, c'est parce que tu es un collaborateur. Cela remet donc en question le fait que les étudiants, une fois sortis de l'université, attendent justement de trouver de l'emploi. Parce que c'est parti de là, après notre discussion sur ce point précis. Oui, ils attendent. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans le parcours universitaire, déjà, tout le monde sait que quand tu finis, d'abord quand je prends, il y a 10 ans, il y a 20 ans, tu prends le papier, on appelle le diplôme, tu vas chercher un cousin ou bien un oncle, un député ou bien l'autorité du coin, du village, pour dire voilà, j'ai tel diplôme, trouvez-moi quelque chose à faire. Et là, il t'envoie, il appelle, par appel, on appelle pour dire j'ai un cousin, j'ai un ami, j'ai un frère, insérez-le. Et c'est resté, c'est-à-dire c'est devenu, c'est comme si c'était une culture. Ouais, c'est pour ça que quand ils finissent, on attend. Et actuellement, quand on voit l'actuel système, ça ne permet plus ça. Si tu attends, c'est que tu vas attendre parce que, et là où c'est encore un peu paradoxal, c'est la fonction publique qui est vraiment, qui intéresse tout le monde, la fonction publique, aller travailler dans l'administration publique. Pourquoi selon vous? Oui, c'est ce que les colonisateurs nous ont relégué, ça, au départ. Mais avec le temps, comme ça a changé, il faut que les données aussi changent dans le système de formation. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que si actuellement, quand on voit l'employabilité au Bénin, c'est le système privé qui emploie plus les diplômés. L'entreprise privée emploie plus les diplômés. Aussi, donc voilà, c'est pour ça. Et si cela n'avait pas créé, si ces leaders, ces patrons d'entreprise n'avaient pas créé ce genre de société, comment ces jeunes seront utilisés? C'est donc cela qui vous pousse à inviter les jeunes à être entrepreneurs, à entreprendre. Entrepreneur. Et d'abord, quand on prend l'actuelle gouvernance depuis 5 ans, quand tu prends d'abord le PAG, on dit 500 000 emplois en 5 ans, mais que 61% pour le secteur privé et 39% pour le secteur public. Donc, ça prouve déjà que... Vous voyez, non? Donc, ça veut dire que... Qu'est-ce que cela prouve? Ça prouve qu'il faut créer. C'est créer, il faut créer l'emploi, il faut créer la richesse, il faut créer l'entreprise pour pouvoir gagner. Il faut avoir une idée
et fédérer les idées peut-être entre amis, entre frères, entre promotionnaires pour pouvoir porter à un système de financement pour évoluer. Est-ce que le système au Bénin permet justement la création d'entreprises, comme vous le dites là? Est-ce qu'il y a des facilités, je vais l'appeler comme ça, pour ces jeunes qui désirent entreprendre? Bien sûr, il y a les facilités. Depuis un certain temps, il y a les facilités par rapport, si on va comparer les époques, actuellement, il y a beaucoup de facilités sur le plan de la création, puisque les différents projets d'entreprise, il y a beaucoup de secteurs, beaucoup d'organismes, beaucoup de structures qui sont prêts à accompagner les créateurs. Quand on prend actuellement la sous-région, je prends l'exemple parce que la dynamique actuelle, ce n'est pas seulement au Bénin. Si je prends la sous-région de l'UEMOA actuellement, où on dit, il y a un programme actuellement qui prend fin le 30 prochain pour le développement des startups. Tu vois, les initiatives de jeunes. Il y a plus de 200 millions pour financer gratuitement, pour subventionner les activités des entreprises innovantes qui sont créées dans l'espace. Ou quand tu vraiment réussis à élaborer un bon plan, tu peux gagner jusqu'à 14 millions. Il faut déjà créer l'entreprise. Et justement, les conditions de création d'entreprise au Bénin actuellement, quelles sont-elles? Les conditions de création d'entreprise sont très faciles. Avec le registre de commerce actuellement, c'est combien? Avec 10 000, 15 000, 20 000, tu as déjà créé l'entreprise. Est-ce que ces jeunes-là ont la possibilité justement d'avoir ces 10 000, 15 000 que vous semblez dire avec autant de facilité? Des jeunes sortis d'université fraîchement qui n'ont, je dirais, rien en poche du tout justement et aller payer, débourser 10 000, 15 000 francs comme ça pour créer une entreprise dont ils n'ont encore aucune idée de ce que cela pourrait rapporter. Ils n'ont aucune idée. Voilà là où j'en viens. C'est l'idée là qu'il faut permettre aux jeunes d'avoir. Ils n'ont aucune idée. Très bien, je suis très content de cette phrase. Ils n'ont aucune idée. Vous voyez, non? Faire un parcours de 6e en terminale, et de la première année en licence, en master, et on n'a aucune idée. Vous prenez de contre-pied ce que je dis. Hein. Ce que je dis, c'est assez simple. Vous sortez. Vous avez beau avoir les plus belles idées, vous dites, je crée une entreprise, on va dire, de tech, par exemple, vous avez toutes vos idées, tout est écrit, tout est tracé, mais n'empêche que vous n'avez pas encore de marché. Donc, vous n'avez aucune idée des revenus susceptibles d'entrer dans l'immédiat. Et du coup, quand vous ne savez pas ce qui rentre, ben vous avez du mal à sortir quand même. Quand déjà, vous n'avez rien en poche, c'est assez difficile. C'est pas ça. Quand on dit entrepreneuriat, c'est pas qu'il faut faire quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Il y a toujours une activité qui passionne. Et c'est pour ça que je dis que c'est dès les formations, dès les préparations, que chaque enfant, chaque étudiant doit savoir qu'est-ce qui me passionne. Qu'est-ce que je fais? Je suis à l'aise, je suis content. Même sans gagner de l'argent, je serai à l'aise si je fais ça. Vous voyez, c'est l'activité qui passionne. Et c'est ça qu'il faut déjà identifier lors de la formation. Et travailler sur ça, développer développer cette pensée en toi pour qu'à la fin, ça puisse prendre. Et là, quand on finit, c'est facile de démarrer. Vous convenez avec moi que ce n'est pas aussi facile que ça. Vous créez... Non, ce n'est pas aussi facile que ça. On parle de portefeuille clientèle déjà là. C'est bien d'avoir des idées, de les écrire, d'enregistrer son entreprise légalement et tout ça. C'est très bien. D'ailleurs, ce sont des choses à encourager. Mais après, il faut bien avoir un portefeuille clientèle. Il faut que, justement, vous soyez en mesure d'écouler vos produits. Et c'est là que se pose le véritable problème. Le portefeuille client, ce n'est pas après avoir créé l'entreprise. C'est déjà à l'université, c'est déjà en étant étudiant que tu as déjà créé son réseau relationnel. Mais à quelle fréquence est-ce que ce réseau réagit après création de l'entreprise? Ce réseau que tu crées, quand tu vas démarrer, l'entreprise, ce n'est pas que le jour où tu as créé, ce jour tu vas gagner en même temps. L'entreprise se crée et puis connaissent un développement au cours du temps. Si tu as déjà, depuis que tu étais en formation, un réseau relationnel. Actuellement, on aime avoir des contacts inutiles. Quand tu prends les jeunes qui finissent, tu prends leur téléphone pour voir quels sont les numéros qu'ils ont enregistrés. C'est vraiment des gens qui n'ont pas d'impact sur leur vie.
Mais Ouais. quelle est la possibilité pour ces jeunes-là, justement, de rencontrer des gens susceptibles d'avoir un impact considérable sur leur vie et sur leurs activités? Voilà. Quand vous prenez des jeunes qui sortent d'université fraîchement, Oui. en général, combien de, je vais les appeler des entrepreneurs à succès, combien d'entrepreneurs à succès ont envie de tenir la main de ces jeunes-là, de participer à ce qu'ils constituent leur portefeuille clientèle? Ils ne vont pas les rencontrer à l'université non plus, les Non. contacts dont vous parlez. Très bien. Et c'est là ce qu'on parle de la défaillance dont souffre le système. Voilà. De quelle défaillance parlez-vous? A dit, déjà en formation, ceux qu'on appelle les entrepreneurs à succès, ils doivent avoir leur créneau dans le parcours. Ce n'est pas seulement les universités, les docteurs qui vont former les étudiants. Les docteurs ont créé quoi? Ils ont quelle entreprise? Donc, ceux qui sont déjà des entrepreneurs Les docteurs ont des cabinets. confirmés, qui sont déjà, qui emploient déjà, qui travaillent, qui sont déjà, c'est ceux-là qui descendent dans les. Je ne prends pas l'exemple, moi j'ai fait ça dans une entreprise à Paris, dans une université. Non, pas du tout, il n'y a pas dans une faculté des métiers. Ou à l'université, il y a même des artisans qui viennent disposer des cours à l'université. Il est artisan, confirmé, il maîtrise ce qu'il fait. Le jeune, il est étudiant, mais il vise à la fin de petites activités. Donc, le système permet aux spécialistes de venir faire passer sa connaissance. Et il y a des phases théoriques, des phases pratiques où ces gens passent. Donc, les entrepreneurs confirmés, on doit les permettre alors de descendre, d'avoir, même si c'est 1 heure par mois à l'université, dans les facultés, dans les centres de formation, pour passer le message de comment réussir en entreprise. Très bien. Alors, très bien. Quelles sont les institutions de promotion de l'emploi au Bénin? Actuellement, on a beaucoup d'institutions de promotion de l'emploi. D'abord, le système actuel a mis en place un système, les structures sous tutelle, les agences. C'est-à-dire que depuis un certain temps, il y a beaucoup d'agences qui se créent pour la promotion. Je prends l'ANPME, l'ANPE, Agence de promotion de l'emploi, et puis beaucoup d'autres structures, d'autres agents qui sont créés pour accompagner les jeunes. Il y a aussi les projets-programmes qui accompagnent actuellement les jeunes. C'est-à-dire, le problème, c'est que les jeunes n'ont pas l'information. Ils ne savent pas où aller pour avoir l'information sur ce que je vais faire. Je vais m'adresser à quelle structure et quelles sont les différentes orientations qu'il me faut. C'est peut-être le lieu de leur apporter quelques éclaircissements sur tout ça. Oui, actuellement, il y a la NPE qui accompagne, il y a la NPME aussi. Il y a des nouvelles agences actuellement qui sont créées, qui accompagnent les jeunes. Il y a aussi beaucoup de cabinets sur le plan national ou sous-régional qui accompagnent. Et toutes ces agences, oui, allez-y. Actuellement, il y a un programme de l'UEMOA qui lance. Peut-être les jeunes ne sont pas encore informés. Certainement. Voilà, et on dit les start-up, les entreprises qui sont créées à peine il y a 2 ans, 3 ans, on veut les financer, 14 millions. Et dernier, il y a le 30 septembre, le 30 novembre prochain, pour compétir. Mais justement, quel est le système de communication autour de ça? Comment est-ce qu'ils vulgarisent les informations? Après, c'est bien d'avoir des agences qui sont supposées s'en occuper, mais est-ce que l'information passe pour que les jeunes soient informés? L'information passe. Quand les jeunes vont sur les différents réseaux sociaux, bien sur les sites d'Internet, c'est pour aller cliquer sur autre chose. Il y a la Chambre de commerce d'industrie du Bénin qui fait un travail louable dans ce sens. Il faut de temps en temps aller sur le site de la Chambre de commerce, le site de l'UEMOA, le site des agences, diverses agences, pour avoir l'information ou bien le FNPEJ, ainsi de suite. Mais ils ne font pas ça, ils attendent. Alors, sous le régime de la rupture, pensez-vous que, justement, la politique de l'emploi ait quelque peu évolué en faisant une comparaison avec les régimes précédents? Voilà, bien sûr. Sur le régime de la rupture, la politique de l'emploi a un statut particulier. Et les différents gouvernements qui ont précédé ont toujours fait la promotion de l'emploi salarié. Mais depuis 2016, tout le monde constate, si les gens crient, on a licencié des gens, on a renvoyé des gens, tout ça, c'est parce que l'actuel gouvernement fait la promotion de l'entrepreneuriat, l'auto-emploi. C'est ça. Si vous observez bien, nous sommes des consultants, des observateurs, c'est la promotion de l'entrepreneuriat, il faut qu'on crée. C'est pour ça que les gens crient. Maintenant, ce qui se passe, quand je prends le PAG qui dit qu'il veut créer 500 000 emplois en 5 ans, mais ils ont mis l'accent sur le secteur privé, sur l'auto-emploi.
a dit on doit créer la richesse, même non attendre l'État avant de travailler. Donc, ce que j'ai constaté, le système a fait la promotion de l'auto-emploi, de l'entrepreneuriat. C'est pour ça que, si vous voyez, il y a plusieurs structures qui sont en train d'être organisées. Si je prends les artisans, sous la rupture, ils ont organisé les artisans. Si je prends le secteur agricole, il y a actuellement une promotion sur les projets agricoles. D'abord, le FNDA, qui est le Fonds national de développement agricole, est actuellement en phase opérationnelle, où ils sont en train de passer dans les différents départements, les différentes régions ou régions économiques pour passer le message sur près de 100 milliards pour financer le développement de l'activité agricole. Donc c'est pour dire que le volet actuellement qui est en promotion pour ces ruptures, c'est le volet auto-emploi, entrepreneuriat. Est-ce que vous avez l'impression que cela règle quelque peu la problématique de chômage justement qui se pose au Bénin? Bien sûr, c'est un début, puisque là où ça va faire un peu de grincement dedans, c'est parce que c'est un système qui est un peu particulier. On n'était pas dans cette culture avant. Tu vois, ce n'est pas la culture d'avant, on n'a pas été formés, les gens n'ont pas été formés pour ça. C'est pour ça qu'ils n'ont pas compris là où le gouvernement de la c'est pour ça qu'il y a eu le grincement dedans. Sinon, moi, je pense que si le gouvernement essaie de faire cette promotion avec stratégie, et essaie de pousser par les grands pays qui ont connu le développement, c'est les pays qui ont développé l'entrepreneuriat. Très bien. Oui, bien sûr. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien, hein, monsieur. Alors, avec le contexte actuel de crise sanitaire associé à la crise socio-économique, est-ce qu'on peut quand même se permettre d'être optimiste? Bien sûr, il faut être optimiste. Tant qu'on vit, il faut être optimiste parce que le développement, ce n'est pas seulement l'évolution, l'emploi, tout ça, ce n'est pas seulement les autres. Donc, il faut être optimiste. Chacun doit compter sur sa compétence, sur son savoir-faire, son savoir-vivre, son savoir-être pour apporter un plus à son environnement et à son pays. Et tant qu'on a des idées innovatrices, on peut alors gagner. C'est comment mettre en valeur, mettre en pratique tout ce qu'on a comme compétences, comme connaissances. C'est ça qui cause problème. Et il faut alors que les structures d'accompagnement, comme on l'a dit, les différents cabinets puissent accompagner les jeunes à développer la compétence qu'ils ont pour pouvoir gagner leur vie. Merci à vous, monsieur. Merci Ce fut beaucoup. un réel plaisir. Merci. Je rappelle que vous êtes monsieur Maoling Kwantor Irené et vous êtes consultant formateur, spécialiste des questions d'éducation et de développement et vous êtes également développeur de projets. C'est un plaisir de vous avoir eu sur ce plateau. On espère vous y retrouver pour d'autres thématiques. Merci, avec plaisir.